Salut. Bon, j'ai fait ce direct en fonction de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, notre pays, vu qu'il n'y a plus d'opposition là-bas. Tous ceux qui se proclamaient opposants au Congo-Brazzaville ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus d'argent parce que Sassou Nguesso, il est très malin. Il a serré la ceinture de tout ce monde-là. Vu que généralement les opposants congolais, ce pas des hommes d'affaires à la base, donc il a verrouillé. Il a asphyxié leur compte bancaire. Donc les gens là-bas au Congo, ils sont plus opposants parce qu'ils n'ont plus d'argent. C'est comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et voilà. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso a pris le Congo en contrôle, pas parce qu'il est populaire, parce qu'il a asphyxié financièrement tous les opposants qui sont au Congo. Voilà pourquoi dans une société où il n'y a pas des hommes d'affaires, où il n'y a pas des gens capables de sortir des millions pour défendre la République, en général, la dictature gagne souvent. Ce qui se passe au Congo, on a été dans un pays, je ne sais même pas qui nous emmène dans cette direction, un pays, bonsoir Kim, un pays qui était communiste, donc on n'a pas préparé les gens à être des hommes d'affaires, on a plus préparé les gens à faire des discours, on n'a pas préparé la population à être des débrouillards. Donc on se trouve dans une société où les gens ne savent pas faire l'agriculture, les gens ne savent pas faire des métiers manuels, les gens ne savent pas faire grand-chose de leurs mains. Et on a mis dans le cerveau des Congolais que la littérature. Aujourd'hui, on se trouve devant une dictature où les opposants, même ceux qui ont la bonne volonté, n'ont pas d'argent dans les poches. Voilà le vrai combat que Sassou Nguesso a gagné, c'est qu'il a créé un État des fainéants, des beaux parleurs, des inaptes, parce que généralement ils ne font même pas du sport, et ça donne ça. Donc aujourd'hui, l'opposition congolaise n'existe plus au Congo-Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Dans tous les pays du monde où il y a l'opposition, elle est financée par des hommes d'affaires. Que ce soit en Ukraine, où il y a des problèmes politiques aussi, il y a de l'opposition qui est là, qui existe parce qu'ils ont des hommes d'affaires qui sont derrière, qui sont ukrainiens qui sont derrière. À Moscou, pareil, partout dans le monde entier, où il y a une dictature, généralement, quand les gens résistent, c'est parce qu'il y a une opposition qui est bien préparée, qui a beaucoup d'argent. Parce qu'en général, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Mais nous, au Congo-Brazzaville, bon, on nous a fait que des bureaucrates, des gens qui sont là en costume, cravate, avec des gros ventres. Quand on ne nomme pas ministre, ils deviennent opposants. Et personne n'aime ce pays-là d'abord. Donc les gens, ils sont là pour gagner de l'argent, faire des enfants, s'accoupler matin, midi et soir avec des jeunes filles. Et ça donne une nation aujourd'hui perdue. Voilà, voilà ce qu'est le Congo aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens intelligents, beaucoup de gens qui aiment ce pays-là, qui sont assis là-bas, mais qui n'ont pas de moyens. Donc ils regardent, ils subissent, sans rien dire. Parce que déjà pour manger, c'est difficile pour eux. Pour se soigner, c'est encore pire. Donc ils acceptent. Ils ne peuvent rien. C'est comme ça. Maintenant, moi, je commence mon direct aux Congolais pour leur dire un truc simple. Regardez ce qui se passe aux Zaïre aujourd'hui. Kamel a été accusé d'avoir pris de l'argent dans les comptes de l'État zaïrois. Il a fait 2 ans d'emprisonnement, il a été libéré. Il a été libéré, Kamel. Parce que je pense qu'ils ont compris qu'en le mettant en prison, ça ne servait à rien. Ils ont mis une amende, mais ils ont trouvé des solutions. Il est libre. En toute façon, ça apaise un peu la situation des Aïrois parce qu'il a remis un peu d'argent à la caisse. Ils ont saisi c'est bien. Donc ils ont trouvé qu'il fallait qu'il le libère. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, il y a un homme qui est en prison depuis 2016, le général Moukoko, qu'on accuse de rien. C'est-à-dire ils ont inventé une histoire à dormir debout. Ils l'ont mis en prison parce qu'il a gagné les élections.
Et personne ne se bat pour lui. Kamel a volé de l'argent dans la caisse d'État zaïrois. Plus de 60 millions, je crois, de dollars. Il avait des villas en Grèce. Des villas partout. C'est-à-dire qu'il a pris de l'argent dans les comptes du pays. L'argent qui aurait servi à aider les enfants de la rue ou créer des hôpitaux. Ils ont saisi beaucoup de biens de Kamel. Ils l'ont libéré. Chez nous, il y a un homme politique en prison. Personne ne bouge. On l'a oublié en prison. Parce que chez nous, au Congo, on est différent un peu des Aïrois. Parce que les Aïrois, au-delà de... On peut dire ce qu'on peut chez nos voisins d'à côté. Et ils sont beaucoup plus patriotes. Ils savent pourquoi ils vivent dans ce monde. Pourquoi, bien qu'ils se battent à leur manière, on va dire, mais ils aiment leur pays. Ça, on ne peut pas enlever ça chez les Aïrois. Ils sont fiers d'être Aïrois. Ils aiment leur pays, malgré la pauvreté qu'il y a. Ils s'arrangent à aimer ce pays-là et ils se battent par tous les moyens pour donner un sens à ce pays-là. Moi, je pense que si... Bonsoir, Cisco. Ça fait longtemps. Bien des choses à toi, à ta femme et au nouveau bébé. Je t'appellerai, je serai à Paris la semaine prochaine. On pourra avoir le temps de discuter, toi et moi. Ça fait tellement longtemps. Donc, Sissoko, bien des choses à toi et ta famille. Bonsoir, Nadège Pondi. Donc, je disais, les Aïrois, eux, ils aiment leur pays. Nous, par contre, non. On ne sait pas pourquoi on vit, au fait. On est Congolais, quand on arrive en France, on te donne des papiers, tu trouves que ta vie est réglée. Même quand tu ne travailles pas, tu ne fous rien, tu es content. Tu vas au marché, tu achètes un costume, cravate, tu nargues ceux qui sont restés. Comme si tu as échappé à quelque chose. Mais tu oublies que c'est ça ta culture, c'est là-bas que tu repartiras. Bonsoir, Yé. Le pays, on ne le change jamais. Quel que soit, on peut... Là, regardez ce qui se passe avec Zemmour. Là. Il a dit que on peut enlever là dans cette terre beaucoup de gens qui vont faire telle ou telle chose. Donc, c'est pour vous montrer que ce qu'on nous donne comme document, c'est provisoire. Il y a un moment donné, tout peut changer. Donc, il y a un moment, il faut penser aux autres. Quand on est égoïste, on n'évolue pas. L'égoïste n'évolue pas. Généralement, il finit par tomber malade et mourir seul dans son lit avec son argent. Nous venons de quelque part. Nous ne devons pas laisser ceux qui sont restés là-bas. Ceux qui sont victimes de la dictature, nous ne devons pas les laisser comme ça dans l'oubli. Parce que nous, soi-disant, on a échappé à la misère, mais nous savons tous que l'homme noir est mal jugé à l'étranger. Partout dans le monde, je n'ai pas vu. Moi, je voyage beaucoup. Je n'ai pas vu un coin en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, où la femme noire ou l'homme noir est respecté. Si on ne nous respecte pas, c'est parce que nous venons des pays où il n'y a pas l'ordre, où il n'y a rien au fait dans nos pays. C'est-à-dire, même ceux qui ne nous aiment pas trouvent que nous méritons ce sort-là, parce que nous sommes les gens qui aimons plus les choses. Moi, je constate que nous n'avons pas beaucoup de loisirs. Nos loisirs se limitent à la danse, manger, les femmes, ou les femmes, les hommes. C'est tout ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, je gagne de l'argent, je vais m'asseoir dans un bar, je vais boire l'alcool, manger le piment, après je vais voir la fille d'à côté, puis on sort ensemble, et voilà, on fait des enfants. Mais on ne peut pas continuer comme ça, le monde évolue. Le monde évolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons regarder la vérité en face. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, essayons de nous dire la vérité sans mettre des barrières. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, souffre parce que nous sommes beaucoup ethniques. Et dans le fond, je ne sais même pas d'où sort ce problème tribal que nous trimballons. Nous sommes incapables de résoudre le problème du pays parce que nous aimons plus regarder ce qui est futile. Moi, je n'ai jamais vu un point dans le monde entier où je suis passé où on m'a dit si j'étais du nord, du Congo ou du sud. Ils s'en foutent, ça. On te dit, tu es quoi? Tu es congolais tout court, point barre. Et moi, je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être congolais parce que
Par rapport à d'autres pays que j'ai visités, moi, je pense que j'ai un bon pays. J'ai tout au Congo pour être épanoui si la politique allait bien. Je ne vois pas un pays où je suis parti en Afrique de l'Ouest qui me dira que son relief est mieux que le Congo. Je ne sais pas. Aucun pays en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique de l'Est, qu'on peut mettre là debout, on me dit oui, mais ce pays-là est mieux que le Congo sur le plan géographique. Je ne crois pas. Chez nous, il y a là. 60% du territoire congolais, c'est la forêt, les savanes, de l'eau. Chez les autres, ce n'est pas le cas. Donc, ça signifie que si on avait une bonne politique au Congo, tout le monde pouvait avoir. Nous sommes 5 millions. Tout le monde pouvait avoir de quoi vivre. Pas peut-être riche. On s'en fout. L'argent, c'est... L'argent... Le bonheur, ce n'est pas l'argent. C'est être dans un environnement sain où on s'épanouit, où on vit des choses, où on a des loisirs, où on fait des choses qu'on veut. Mais au Congo, on a tout ça. On a l'océan. Donc, on peut aller faire des ski nautiques là-bas. On peut faire de la pêche. On peut faire beaucoup de choses déjà. On a des océans. On peut naviguer dans les océans pour visiter pour voir telle chose. On a la forêt. Dans la forêt, il y a beaucoup de choses. Oui, 5 milliards d'étrangers. Il y a beaucoup de choses. Il y a les arbres, il y a des animaux. Donc le tourisme, on peut s'en sortir avec le tourisme. Il y a des pays comme le Kenya, c'est le tourisme qui apporte plus d'argent au Kenya. Et le Kenya est plus beau que le Congo. C'est que nous, on a un problème de gestion. Peut-être pas un problème, peut-être on a un problème culturel, moi je dirais. Je crois qu'on a une culture qui est faite des esclaves. Nous sommes nés pour subir. Nous ne sommes pas nés pour être des hommes ou des femmes. Et je ne sais pas d'où sort cette culture. Parce que dans le passé, quand on voit un peu l'histoire du Congo, nos ancêtres étaient quand même des bonhommes. Et quand même, ils refusaient certaines choses. Mais de nos jours, le gouvernement qui est là, il ment tous les jours. Mais personne ne lève son doigt. Ils doivent être contents, ces gens-là, en se disant, mais on ose tout avec ces gens-là. On ose tout avec le peuple, mais personne ne lève son petit doigt. Regardez l'histoire du viaduc. Ils ont sorti une histoire à dormir debout. Un viaduc qu'ils ont construit de la couronne, je ne sais pas quoi là, avec... qui ne tient pas déjà, ce viaduc-là ne tient pas. Ils sont allés creuser en disant que les gens veulent creuser le viaduc pour le faire tomber. Mais depuis quand les gens vont creuser pour faire tomber un viaduc ou un pont? Franchement, réfléchissez un peu les gars. Depuis quand? Moi, si je veux casser un pont au Congo ou un viaduc, vous croyez que je vais creuser? Creuser, ça fait mal. Tu vas creuser comment? Tu mets une dynamite, tu mets une bombe ou tu mets pas, je sais pas, une dynamite et puis ça explose, tu es parti. C'est rapidement, c'est fait rapidement. Là, ils vont creuser. Après, ils viennent filmer avec des policiers pour dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Congo, qui creusent pour faire tomber le viaduc. Vous croyez que les gens peuvent quitter chez eux au XXIe siècle pour aller casser un viaduc en creusant? C'est que ça, c'est des pieds nickelés. C'est des gens à la place du cerveau, ils ont des pieds. Donc, vous voyez, le gouvernement s'arrange tous les jours à créer des conditions un peu bizarres, un climat un peu délétère pour gagner du temps. Et nous, on est assis là. Nous, coco en prison, on ne parle pas. Ils vont creuser un viaduc. Ils viennent à la télé pour... Et puis en plus, c'est des vieux, ces gens-là, qui font ces reportages-là. Ils savent que c'est faux ce qu'ils disent. Même, comment tu peux creuser pour faire tomber un pont? Et vous filmez, vous faites des commentaires. Et même ceux qui accusent d'avoir vu des jeunes ou des gens de l'opposition aller creuser le viaduc, ils sont floutés. Donc vous comprenez que Sassou Nguesso continue avec ces montages bidons, comme il a fait avec Kembe Sila, au procès de Nalagra, où il a pris les jeunes, un pauvre gars qui cassait ses pierres au Dieu là-bas, pour l'accuser d'avoir fait un coup d'État. Et ça continue jusqu'à présent.
Dès qu'ils savent que le pays ne va pas, ils créent un événement. Là, c'est des viaducs. Il y a une jeune fille, soi-disant, qui trompait son copain avec un homme marié qui s'est fait tuer. On nous présente 3 individus, des jeunes, 19 ans. Soi-disant, c'est eux qui ont tué le jeune... comment on l'appelle déjà? J'ai oublié le nom, le jeune qu'on a tué à Pointe-Noire. Je sais pas, j'ai oublié le nom. Excusez-moi, mais j'ai oublié le nom. Ils ont attrapé 3 jeunes de 19 ans. C'est-à-dire, à 19 ans, ces gens-là commettent des crimes atroces. Bon, je ne sais pas, c'est eux. Hein. Parce qu'au Congo, on ne sait pas qui tue et qui fait quoi. Parce que tellement, si on demande aux enquêteurs, qu'est-ce qui prouve que c'est les 3 jeunes qui ont tué, il y aura un problème. Voilà, Ephraim. Le jeune Ephraim a été tué dans des conditions difficiles. Kidnappé, torturé, brûlé. Mais on nous présente 3 jeunes rapidement comme ça qu'on a attrapé. Et que c'est eux qui ont fait ça. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est eux qui ont fait? Qu'est-ce qui prouve? C'est trop facile. Ils ont 19 ans. Bon, si c'est eux qui ont fait, c'est que ce pays-là est devenu un mouloir. Comment des jeunes peuvent tuer quelqu'un pour une affaire banale comme ça? Ça montre qu'il n'y a plus d'éducation au Congo. Ça montre, oui, voilà, aucun jugement. Comment moi je peux accepter? Moi je vis dans un pays où quand on arrête quelqu'un, on doit me prouver de A à Z que c'est le coupable. Je n'ai pas envie qu'on mette quelqu'un en prison pendant ce temps le coupable est dehors. Et vous attrapez les gens, vous les torturez. Si vous les torturez, automatiquement ils vont dire que c'est eux qui ont commis le crime. Qu'est-ce qui prouve que c'est eux qui l'ont kidnappé? Vu que c'était soi-disant l'homme marié qui a tué, on comprend plus rien. Même quand c'est simple au Congo, c'est flou. Même quand c'est simple au Congo, c'est flou. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas. Moi, j'essaie de voir un peu ce qui se passe au Congo. Je me dis, comment on va s'en sortir? Même si le PCT tombe, comment on va régler ce pays-là? Parce que le mal est profond. Moi, je ne sais pas. Si on ne devait même plus s'amuser en France ici. On devait être à cran par rapport à ce qui se passe au Congo. Youlou, on l'a enlevé soit disant qu'il avait volé 500 euros. Massambadewa, soit disant qu'il avait créé la Gémélée. Ngouabi, soit disant qu'il voulait remettre le pouvoir au nord. Yombi, il avait volé un lit, je ne sais pas, au Capi, machin. Mais eux, ils nous volent des milliards, on est incapable de les chasser. Et ils ont battu le record de tout, des crimes, des vols d'argent public. Mais on est incapable de sortir. Chaque jour, ils dansent. Ils font des vidéos, ils sont en train de fêter avec notre argent. Ils dansent, ils font tout avec notre argent. Et on fait rien. Youlou, pour 500 euros, on lui a foutu dehors. Donc ça signifie que les gens qui sont nés, les gens qui étaient, les Congolais des années 60 étaient plus, mentalement étaient plus déterminés que nous. Nous sommes une race de fainéants. Ils ont battu le record de tout jusqu'à la pédophilie. Ils sont allés, ils prennent les jeunes filles aux Zaïre de 15 ans, 16 ans, moyennant 2500. Même le gouvernement zaïrois avait fait un communiqué contre ces gens, ces ministres qui s'adonnent à la pédophilie. Mais le gouvernement n'a même pas bougé. Nous avons tous vu dans les chaînes zaïroises comment le gouvernement a fait un reportage sur les jeunes filles qui traversaient à Brazzaville pour aller s'accoupler avec des hommes politiques congolais, moyennant 2500 $. Des jeunes filles. Personne n'a été jugé, personne n'a démissionné au gouvernement. Moi, je me rappelle, c'est pas que je dis qu'il y a noir et noir. Moi, je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un ministre qu'on avait accusé d'être homosexuel. Je dis bien, on l'avait accusé d'être homosexuel. Ça avait tellement fait du bruit qu'il avait fini par démissionner. À l'époque de Béji. Le président de la République, c'était Béji. Ce ministre a juste des rumeurs. Ça avait tellement enflé ces rumeurs d'homosexualité
qu'il avait fini par démissionner pour dire, il a dit aux Ivoiriens, je vais démissionner pour porter plainte contre les gens qui font qui font ce genre de rumeurs et que la vérité va triompher. Mais chez nous, les ministres sont pédophiles, ils font ce qu'ils veulent, ils se filment en train de faire la fête, il y en a même qui se mettent nus avec les femmes, mais personne, on n'enlève personne au gouvernement. Comment on va sortir? Qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui, comment on peut définir le Congolais d'aujourd'hui? C'est quoi? Un fainéant? Un homme qui ne sait pas pourquoi il est venu sur terre? Un homme qui... Parce qu'on est sur terre pour vivre, pour être bien. On doit se battre pour être bien sur terre. On est venu ici pour... C'est pas du tourisme qu'on est venu faire. On est venu pour profiter de la vie. Travailler, gagner de l'argent, et pour ceux qui aiment la vie familiale, épouser une femme, faire des enfants, voir leurs enfants évoluer. Et après mourir. Nous ne sommes pas venus sur terre pour applaudir des gens qui vous volent l'argent. Moi, je vois très mal pourquoi je dois être content quand je vois Sassou Nguesso. Pourquoi je serais content? Il prend de l'argent qui ne lui appartient pas. Il fait ce qu'il fait avec et moi, je le croise et je dois danser. C'est quoi la mentalité? Moi, j'aimerais voir qu'est-ce que vous avez eu à la place du cerveau. Parce qu'un homme normal ne peut même pas aller attendre Sassou Nguesso. Je veux dire aux jeunes, qu'est-ce qu'on appelle un parti? On va parler un peu politique. À moi. Un parti politique, c'est un problème d'idéologie. On n'intègre jamais un parti politique parce que l'homme qui est sur la tribune, le chef du parti, s'habille bien. Ça, ce n'est pas la politique. On n'intègre jamais un parti politique parce que l'homme qui est à la tête de ce parti-là est de la même ethnie que toi. Ça, c'est encore une grosse bêtise. On n'intègre jamais un parti politique parce qu'il y a un homme qui est en face de toi qui est un bon orateur. Ça ne veut rien dire. On intègre un parti politique parce qu'on a une idéologie, c'est-à-dire ce que moi je pense, ce que doit être le pays, mes droits, mes devoirs correspondent à la ligne directive du parti. Je ne peux pas intégrer un parti parce qu'un gars est Bakongo comme moi, ça n'a pas de sens. Nous sommes tellement attachés à ce genre de choses, comment on peut s'en sortir de là? C'est-à-dire dire, aujourd'hui, il y a des gens même, ils savent que Moukoko est meilleur que Sassou Nguesso. Mais comme Moukoko n'est pas de sa région, il ne veut pas le faire, il ne veut pas le soutenir. Mais Moukoko est en prison parce qu'il est congolais comme nous. Il est injustement emprisonné. Ce n'est pas une affaire de Nord, entre Nord comme certains disent, non. C'est le droit qui a été bafoué là. Tout le monde doit être concerné. Le pays aujourd'hui, la majorité des Congolais sont en France. Parce que nous, on n'aime pas les pays anglophones en général. Là-bas, on se développe bien mentalement dans les pays anglophones. Nous, condamnons que l'injustice. Ici, en France, où nous sommes, il y a eu des injustices aussi. Il y a des gens qui ont condamné. Émile Zola, quand il écrit J'accuse, parce qu'il y avait un homme qu'on appelait Dreyfus, qui était injustement emprisonné. Il l'a envoyé au bagne, Dreyfus, le capitaine Dreyfus. Il l'a envoyé au bagne en Guyane. Vous voyez comment c'était dur là-bas au bagne? Un homme injustement accusé. Zola a dit non. Cela a valu l'exil. Mais après, la justice a triomphé. Nous nous battons sur la justice. Parce que ce qui arrive à Moukoko ou à qui que ce soit qui est en prison injustement, ou à ces jeunes gens qu'on nous a brandis comme des criminels, peut arriver à n'importe qui. Ne condamnons pas l'ethnie où c'est un truc des nordistes, un truc qui se démerdent, qui sont torturés. Ça, c'est pas congolais, ça, c'est pas humain. Quand c'est injuste, c'est injuste. Ici, en France, si on prend un noir, on le brûle par des blancs, les blancs diront non, ça ne se fait pas. Ils vont tous sortir pour condamner cet acte.
Parce que c'est injuste. Tu ne peux pas tuer quelqu'un gratuitement comme ça parce qu'il est noir ou parce qu'il est quoi. Même si... je vous donne un exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui maltraitent les animaux. Tu prends un chien, tu vas le tuer ici en France. Les voisins, ils vont appeler la police et tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. Pourquoi ils ne disent pas, oh mais c'est seulement un chien, pourquoi on le met en prison? Non. C'est pas autorisé par la loi de tuer des animaux comme ça. Même si un animal, il a droit à la vie. Nous devons commencer par aimer la vie et défendre la justice. C'est comme ça qu'on va se faire respecter. Même si on est dans des pays pauvres, mais tant qu'il y a la justice, tout le monde va se retrouver. Mais aujourd'hui, qui parle de la justice au Congo? On peut tuer les gens. Il y en a 6 qui sont morts dans un commissariat. On s'en fout. Aujourd'hui, on se demande où est l'opposition congolaise. Moi, j'appelle l'opposition. Où est le peuple congolais? Parce que l'opposition, c'est un gros mot. Pourquoi on accepte ça? Ce qu'on n'a pas autorisé chez les autres, ce qu'on n'a pas accepté avec les Yombi, avec les Ngwabi, avec les Massambade, pourquoi on accepte ça aujourd'hui? Moi, c'est l'état d'esprit que je veux savoir. Comment on accepte la cruauté plutôt, la violence, le vol d'argent public sans qu'on puisse bouger un doigt? Maintenant, c'est à savoir pourquoi on est venu sur terre. Pourquoi condamner Zemmour? Zemmour, il n'a pas la peau noire. Il peut se permettre certaines choses. Aujourd'hui, si vous vérifiez bien Zemmour, même qu'on parle aujourd'hui en France, parce que ça prend quand même beaucoup de une, il faut que j'en dise un mot. Il est soutenu par Bolloré. Par beaucoup d'hommes d'affaires français soutiennent Zemmour. Ils financent parce que battre campagne en France, ça demande beaucoup d'argent. Zemmour n'a pas beaucoup d'argent pour battre campagne en France. C'est qu'il est soutenu par des gens. On va prendre Bolloré par exemple. Bolloré, il soutient Zemmour. Il finance Zemmour. Ça a été prouvé par beaucoup des enquêteurs, beaucoup des journalistes français. Mais Bolloré, c'est le premier à venir prendre les biens en Afrique. Tous les ports de l'Afrique francophone appartiennent à Bolloré. C'est-à-dire cet homme-là qui finance un raciste, l'argent qu'il donne, là, ça vient de l'Afrique. Ça ne gêne personne, ça. Ça ne gêne même pas les Sassou Nguesso. Parce qu'on est faible économiquement. Il va prendre de l'argent en Afrique, il peut en faire ce qu'il veut en France. On peut même prendre les Africains, on met dans un four, on les brûle. Eux, ils ne diront rien. Parce que c'est Bolloré qui finance ces ports-là. C'est Bolloré qui fait quoi que c'est le pétrole, je ne sais pas quoi en Afrique. Il a tout acheté en Afrique. Mais comme l'argent lui monte au cerveau, qu'est-ce qu'il en fait? Il crée des nazis. Il oublie que son argent vient de là-bas. De l'Afrique. Les gens qu'on insulte matin, midi et soir par Zemmour. Parce que nous, on ne sait pas parler, nous, on subit. Nous sommes le seul continent au monde où il y a l'armée française. Il y a des armées étrangères. Vous allez au Gabon, il y a l'armée française. Au Tchad, il y a l'armée française. Au Sénégal, il y a l'armée française. Djibouti, l'armée française. Côte d'Ivoire, l'armée française. Donnez-moi un continent où il y a l'armée française. Il n'y en a pas. Alors pourquoi? Nous acceptons tout. Pourquoi nous acceptons tout? Parce qu'on est des égoïstes. Parce que l'homme noir, lui, tout ce qu'il veut, c'est l'argent facile. Les femmes, manger, dormir. Quand on voit les gens ici, en Europe, les gens ont des loisirs. Si vous bougez beaucoup, vous allez voir. Moi, j'ai une voiture. Je vais taire la marque de ma voiture. J'ai vu un gars qui m'a vu à la station d'essence. Il est descendu de sa voiture, un jeune, il doit avoir 26 ans. Il m'a regardé. Il a dit, j'aime bien ce modèle-là. Il dit, ah ok, c'est quoi ce modèle? Il me dit, regarde, tu as 163 chevaux là-dedans, oui, machin, machin. Oui, j'aime bien.
Je dis, tu fais quoi, toi? Il dit, bah, je fais rien. Je dis, tu es mécanicien? Il m'a dit, non, je ne suis pas mécanicien, mais je suis passionné des voitures. Si tu veux, je peux te la vidanger quand tu auras envie, tu me donnes que 100 balles. J'ai dit, quoi? Il a dit, oui, le gars. Il m'a expliqué le moteur de ma voiture. Cet homme-là, ce petit-là n'est pas mécanicien, mais il est vraiment passionné des voitures. Et chaque jour, il m'appelle maintenant. Pour me dire, regarde ça, je peux te changer ça un jour. Si tu veux ça, ça, ça. Et un jour, la dernière fois, je suis allé chez lui. Je suis allé chez lui. Il achète des vieilles voitures qu'il montre lui-même. Il n'a jamais fait ça. C'est-à-dire, il me dit, je regarde sur Internet. Il passe son temps à regarder des choses sur Internet et le parler des voitures. Vous voyez? Un jeune. Est-ce que chez nous, on peut trouver des gens comme ça? Des jeunes qui sont là, qui sont passionnés de telles choses, comment on fabrique une voiture, comment on fabrique un vélo, qui sont passionnés de ça. Il m'a épaté, ce jeune-là. Il n'a jamais fait un cours de mécanique. Tout ce qu'il fait avec les voitures, monter les voitures, les réparer, il les prend sur Internet, il regarde. Il a des livres chez lui, il regarde, il lit. Moi-même, le propriétaire de la voiture, il y avait des choses de la voiture que je ne connaissais pas. Il a rectifié mon ordinateur rapidement, tac, tac. Même pas 10 minutes. Il a dit, regarde. Il a appuyé là, tac, 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 tac. Regarde ça, ça sort là, ça c'est pour ça. Je suis étonné. Et tu en trouves plein comme ça en France. Des gens passionnés. Mais nous, est-ce que les jeunes sont passionnés? Quand un jeune est passionné au Congo, comme aux Zaïre, c'est qu'il chante. Si tout ce que nous faisons, c'est chanter. Il va quitter, il va prendre la guitare pour aller gratter la guitare. Jamais être passionné des gens, bon, comment on fait, la machine à fou, comment ça fonctionne, ça, est-ce que je prends que, si je prends une tôle, non, ça ne nous intéresse pas. Même aller chasser, on chasse comme au Moyen-Âge. Et même les animaux qui sont chez nous au Congo, on ne connaît même pas comment ils se produisent. Ils se reproduisent plutôt. On ne sait même pas. Personne ne s'intéresse. C'est les Blancs qui viennent faire des documentaires sur les animaux en Afrique. Comment le lion s'accouple, comment il fait des enfants, comment il fait des petits, comment ça évolue. Nous, on vit dans un sol riche, mais on ne s'intéresse même pas. On préfère s'intéresser à des choses que les autres ont faites. Regardez, aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï. Comme on n'a pas encore mis le visa à Dubaï, tous les Africains et les Africaines vont à Dubaï. Il y en a qui sont au Koweït. Dans tous les pays qui évoluent, ils viennent pour danser, pour faire ce que... Mais pourquoi vous ne construisez pas chez vous? Dubaï, si vous prenez Dubaï en 1960, c'était un désert. Il n'y avait rien là-bas à Dubaï. Tous les pays africains étaient plus développés que Dubaï. Les Émirats, là, le Qatar, tout ça. Prenez les photos du Qatar des années 60, vous allez voir. C'était des gens du désert. Ils vivaient comme à l'époque du prophète. Mais regardez comment ils ont sorti le pays. Parce que eux, quand ils volent, ils savent pourquoi voler. Ils investissent dans leur pays. Nous, quand on vole, on va cacher chez les autres. Ils nous volent de l'argent pour aller cacher au Panama. Ils ne savent même pas parler espagnol. Allez-y comprendre. Ils volent de l'argent pour aller cacher dans les îles où ils ne connaissent même rien. Même la langue, ils ne parlent même pas la langue de ces gens-là. Ils disent, tiens, et pour leur faire des faux documents, à la fin, quand ils meurent ou quand ils quittent le pouvoir, l'argent disparaît. Et c'est en où est parti l'argent. Oui, tu me l'apprends en 72. On ne construit rien. Pourquoi on ne construit rien? Parce qu'on est toujours dans la violence. Tout chez nous, c'est violence. Jamais on n'a trouvé des solutions à l'amiable. Mon coco, regardez. 5 ans, 6 ans en prison. Ça leur dit rien. Mais cet homme-là, c'est l'histoire du Congo aussi, mon coco. Il a participé à beaucoup de choses au Congo. Vous ne donnez même pas la possibilité d'écrire ses mémoires. Pour que ça puisse enseigner les nouvelles générations. Tous ceux qui meurent au Congo-Brazzaville, tous les hommes politiques, aucun n'a écrit un livre.
il meurt. Le gars, le premier ministre, là, qui est Mwamba, il n'avait même pas écrit, même pas le carnet qu'on donne aux enfants, ce que font les enfants, là, comment on appelle, leur cahier où ils mettent leur vie à l'intérieur. Même pas. Regardez les Kunzu. Les Kunzu est mort sans écrire ses mémoires. Tout le monde qui meurt au Congo, ces hommes politiques-là, qui ont été de près dans l'histoire du Congo, qui ont vraiment touché l'histoire du Congo par les doigts, ils ont laissé aucun. Nous, Mazalaï, rien. Lissouba, il a fui le pays, il a été en exil, il n'a même pas eu le temps d'écrire un livre. Il fallait écrire tout ce que tu as fait, comment tu as gagné les élections, les accords, quoi, avec Sassou Nguesso, rien. Maintenant, comment nous, on aura la vérité de ce qui s'est passé? Nous, on arrivera au Congo un jour, peut-être qu'on va commander ce pays-là, on sera dans le vide nous-mêmes, on fera les mêmes erreurs, parce qu'on n'a pas la notice du pays. Ndalagraï, il fait que des discours écrits, dis-nous la vérité de comment tu es arrivé en politique, comment tu es né, c'est ce que les Français font. De Gaulle a écrit, Chirac a écrit, Sarkozy a écrit, Hollande a écrit, tous les hommes politiques français écrivent leur vie. Ils ont des anecdotes. Nous, rien. Nous, on est toujours là dans savoir. On a toujours notre système de ça. On s'invente des histoires toujours. Ngouabi a été tué à 14 heures, ils ont coupé la carotide. Toujours des suppositions. On n'a jamais des versions honnêtes. Ici, en France, moi j'ai un bouquin, je vais vous montrer. 2 secondes. Ouais, j'ai un bouquin, je vais vous montrer. Ouais. Ce livre-là, l'histoire de France en 2000 dates. Ça, c'est pas toute l'histoire de France. C'est juste en 2000 dates. Vous voyez comment c'est balèze? C'est un gros livre. Zemmour, il a mis ce livre-là dans son crâne. Ouais. C'est-à-dire 2000 dates. Ça commence... Je vais vous dire. Parce que vous croyez que vous allez commander un pays sans connaître son histoire. Ni quoi que ce n'est pas possible. Vous serez que des dictateurs. Regardez, je vais vous dire la première date. Il y a tout ici, jusqu'à Charlemagne. C'est-à-dire, là, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. À Lyon, on parle de Lyon. Vous vous rendez compte? 400 ans avant Jésus-Christ. Regardez. Il parle des histoires même le triomphe de César. Août 46 avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Août 46 avant Jésus-Christ. L'histoire de France. Zemmour, on a mis de la tête et il a vomi. Les Français l'ont suivi. Parce que les Français sont fiers que quelqu'un puisse bondir leur histoire comme ça. Leur montrer que voilà comment nos rois étaient. Zemmour, c'est tout ce qu'il a fait. Zemmour, lui, il ne parle pas économie. Il parle que de l'histoire de la France. Il a mis ça dans sa tête. Les Français sont devenus passionnés. Parce qu'on leur parle de leur pays. Ils sont fiers. Qu'on leur dit Napoléon, oui. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est un bon Français. Mais est-ce que Zemmour, il dit l'économie, machin? Il s'en fout de l'économie. Il a justement pris l'histoire de France, il a mis dans son crâne. Et il est un collab dans l'histoire de France. Regardez comment il malmène les politiques maintenant. Nous, l'histoire du Congo, on ne peut même pas la voir comme ça. Même seulement des années 60 jusqu'à maintenant, incapable qu'on puisse avoir un bouquin comme ça. De l'histoire du Congo-Brazzaville. Incapable. Même Sassou Nguesso lui-même, il n'écrira jamais de livre. S'il écrit, il va mentir. Il va dire j'ai fait ci, j'ai sauvé ci, j'ai fait... Tout ce qu'il va faire, c'est ça. Et il y a des gens comme ça en France, ici, ils sont assis, ils mettent des costumes, cravates pour nous raconter. Se moquer de ceux qui sont là-bas. Il faut dire la vérité à ceux qui sont restés là-bas. Ici, en France, on ne nous respecte pas. Nous sommes les boucs émissaires de tout, quand ça ne va pas. Les Arabes, un peu. Il faut leur dire à ceux qui sont restés là-bas que même quand on met nos costumes, cravates, là, on crie, moi, je suis le roi de la sable, c'est des conneries, tout ça. Nous faisons la même chose que les hommes politiques. Nous mentons.
Vous avez des maisons impayées, des loyers impayés, de l'électricité coupée. Vos enfants ne vont même pas dans les loisirs. Vos enfants ne sont même pas inscrits dans les bibliothèques. Parce que tout l'argent que vous prenez, qu'on vous verse par la CAF, vous préférez aller acheter des habits avec. C'est Noël, vous n'allez même pas acheter vos enfants n'iront même pas au spectacle de Noël, rien, parce que vous n'avez même pas de l'argent pour payer les billets. Vous préférez mettre des costumes pour mentir. Les policiers qui font pareil. Ils mentent, nous on ment, et ils mentent. Nous on ment sur notre quotidien à nous, et ils mentent sur toute la nation congolaise. Alors dites-moi comment on va s'en sortir dans ce mensonge. Nous ici en France, on fait croire à ceux qui sont là-bas qu'on ment et on vit bien pendant ce qu'on est incapable de payer les loyers. Pour beaucoup de gens, ils sont incapables de payer leurs loyers. Vous voyez? Bon, dites-moi comment on va bâtir une nation dans le mensonge. On se crée des barrières nous-mêmes sans qu'on se rende compte. Nous sommes toujours en train de regarder ça. On commence par oh. Ah non, 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 lui c'est. Jamais on parle du Congo. Et quel jour on va parler de ce pays-là quand même, qu'on puisse un peu vivre chez nous tranquillement. Pas avoir des gratte-ciel, vivre seulement dans des conditions logiques. Parce qu'on a le droit. On n'est pas obligé de bâtir des immeubles pour qu'on soit un pays développé. On peut avoir, on n'a pas besoin de gratte-ciel au Congo parce qu'on n'est que 5 millions. Ici, on a des gratte-ciel parce qu'on est nombreux, ils sont 70 millions en France. Il faut préserver l'espace. C'est pour ça qu'ils font des immeubles. Mais un Français, quand il a de l'argent, il n'habite pas dans des immeubles, il achète une maison parce que c'est une maison, c'est... Là, tout à l'heure, j'ai croisé une dame, tout à l'heure, là. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai croisé une dame, je la connaissais depuis longtemps. Il m'a dit, oui, je ne peux pas habiter dans mon appartement parce qu'elle vient de se séparer avec son homme. Elle a dit, moi, je cherche une maison. Je dis, pourquoi? J'ai dit, j'ai 2 enfants, je ne peux pas habiter dans un appartement. Parce que j'ai 2 enfants, et puis voilà, j'ai envie que mes enfants s'amusent, il me faut un appartement. Une maison plutôt. Je dis, mais ça va te coûter cher. Il dit, oui, ça va coûter cher, mais je vais acheter plus tard, mais il me faut. Parce que je ne peux pas habiter dans un appartement. Ça montre seulement que même les Blancs n'aiment pas habiter dans un appartement. Si vous me donnez moi l'argent, je vais prendre une maison. Bon, combien de fois, nous qui sommes 5 millions dans un pays très grand, pour nous, pourquoi nous allons construire des gratte-ciel? On peut habiter dans nos maisons écologiques, en respectant les normes écologiques, beaucoup de choses on peut faire au Congo-Brazzaville. On n'a pas besoin d'avoir des maisons en étage ou des routes comme avec les échangeurs comme à Dubaï ou aux États-Unis. Non, aux États-Unis, ils sont 400 millions. C'est normal qu'il y ait des... C'est un grand État. Mais nous, on a besoin des routes bien faites plutôt. Et pas trop des échangeurs. On n'a pas besoin des échangeurs. Vu que si on écarte un peu la ville, on met bien le centre-ville là où elle se trouve, on aère un peu le centre-ville, on met quelques immeubles, mais le reste, on peut faire des belles maisons. Au Mexique, quand vous partez au Mexique, vous verrez, il y a les maisons bien faites. Mais nous, on veut toujours imiter les gens qui sont plus nombreux que nous. Comment on peut imiter? Je vous donne un exemple. L'Allemagne, aujourd'hui, il y a un changement. Mais qu'elle ne sera plus chancelière. Ils ont fait un nouveau gouvernement. Bonsoir, Rani. Depuis le Canada, tu es au Canada. Bien des choses à toi. Ils ont fait un gouvernement en Allemagne. 8 femmes, 8 garçons. 8 hommes, 8 femmes. Donc, ils sont 16 dans le gouvernement allemand. L'Allemagne, c'est la plus grosse économie européenne. Ils sont 16 ministres. Là, à côté, la Merkel n'est plus chancelière. Il y a un nouveau qui va prendre sa place. Comme sous les roulettes. 8 femmes, 8 hommes. Le nouveau gouvernement allemand. Limpide, comme l'eau de source. La présidente de l'Assemblée de l'Allemagne aujourd'hui, c'est une femme. Elle a même dit dans son interview, j'ai même pas le bac.
Elle veut des réformes aujourd'hui scolaires pour dire aux gens, on n'est pas obligé d'avoir le bac pour avancer. Il faut passer dans le système de formation même. Celle qui sera la présidente de l'Assemblée nationale en Allemagne n'a pas le bac. Allez voir son interview. J'ai lu son interview, j'ai halluciné. Une femme normale, simple. Elle a dit, je n'ai jamais eu le bac, je ne l'ai pas fait. Après, à un moment donné, je m'ennuyais, j'ai commencé à m'instruire, à lire des livres, à comprendre l'environnement dans lequel après j'ai commencé à faire des formations, après j'ai commencé à militer, et aujourd'hui, elle n'a que 53 ans, je crois. 53 ans, elle est présente à l'Assemblée. Mais elle sait de quoi elle parle. Quand elle parle de réformes, c'est parce qu'elle dit, elle a vu des choses qu'elle peut apporter dans le gouvernement, dans la vie des Allemands. Dire aux gens, ne vous focalisez pas seulement sur le bac, on peut s'instruire autrement. Aujourd'hui, on a Internet, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. On peut s'ouvrir différemment au monde. Ça, c'est l'Allemagne. Bon, nous, on habite en Europe. L'Allemagne à côté, on voit ça. Mais essayons de penser maintenant, nous, disons, mais attendez, pourquoi ici c'est l'Allemagne? Ils sont 80 millions d'habitants, il n'y a que 16 000. Et tout est clair. Pourquoi chez nous il n'y a que 5 millions et tout est flou? Il y a un problème quand même. Le problème c'est quoi? C'est que personne ne veut s'occuper de la politique au Congo, personne ne veut dire la vérité au Congo. Parce que la vérité est que Sassou Nguesso ne doit pas être président du Congo. La vérité est que ce gouvernement, c'est des incompétents. C'est des voleurs, c'est des gens égoïstes, c'est des gens... Si on parlait à l'époque, si c'était à l'époque de Staline, c'est des gens à pendre, carrément. Bon, qu'est-ce qu'on va laisser au Congo? La violence commence. Elle est maintenant... La violence au Congo, c'est devenu quelque chose de banal. On peut tuer quelqu'un, la police tue. Les Congolais s'entretuent eux-mêmes. Les hommes politiques tuent. Donc c'est devenu banal. C'est quelque chose de courant. C'est-à-dire, si moi je vais au Congo, il peut y avoir un fou, même pas un fou, un gars qui est là, il va prendre son couteau pour me découper. Et à la fin, quand il aura fini de me découper, il peut aller dans un bar, boire sa bière et danser. Comme si rien n'était. On se demande si ce comportement, cette culture de violence a été voulue. Moi, je me demande, chaque jour, je me demande, quand je vois tout ça, je me dis, mais... Bonsoir, Moulou d'Afrique. Je me demande, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a des gens ici, ils sont opposants. Et demain matin, quand ils veulent être chefs. Mais on peut être opposant aujourd'hui et ne pas être chef. Parce que ce qui tue l'opposition aujourd'hui au Congo, c'est un peu ça, le leadership, ici en France. Il y a des gens, certes, il y a des gens qu'il ne faut pas côtoyer, parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour faire le buzz, pour qu'on les voit, pour dire à sa maman ou à son grand-père qui est au village, moi aussi je boude. Mais au fond, il le fait juste pour montrer, je ne sais pas moi, ce qu'il cherche, parce que moi je pense que quand on a des convictions, on ne peut pas aller se faire vendre, ou on ne peut pas aller côtoyer les gens du PCT et à la fin venir dire qu'on est opposant. On ne peut pas aller dans les hôtels, quand ils viennent en France, aller dans les hôtels avec des micros pour leur poser des questions bêtes et dire à la fin, moi je suis opposant. Ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Moi je pense que quand on aime son pays, on doit se battre pour la justice. On doit se battre pour que ce pays-là soit à la une, dans le bon sens. On doit être fier de là où on vient. Aujourd'hui, il y a des Congolais, quand tu leur demandes, c'est quoi ton village? Ah non, non, moi je suis de Brazzaville. Il a même honte de dire son village. Pour lui dire qu'il vient du village, c'est une honte. Quelle est la honte d'être né au village? C'est pas le Congo. Mais il y en a qui sont comme ça. Ah, mais moi, j'ai grandi en ville. Et oui, alors? Nous avons honte de tout. Nous voulons toujours être des gens, je ne sais même pas, on veut être toujours en haut sans avoir le nécessaire.
cherchez des Congolais. Herman, tu es pour rien. Demande-moi quel Congolais va accepter qu'il est né à Lilanga. Même quand tu n'es pas né là-bas, je demande c'est quoi ton village. Il a honte. Moi, c'est Pointe-Noire. Moi, c'est Brazzaville. Oui, effectivement, tous les présidents du Congo sont des villageois. Peut-être c'est pour ça que les gens n'aiment pas dire qu'ils viennent du village. Ils n'ont pas envie de ressembler au président congolais. La dernière fois, j'avais envie d'aller me faire tresser, parce que je me tresse à Paris, dans un salon, et j'ai pas eu le temps. Vu que je travaille beaucoup, j'ai pas eu le temps d'aller. Il y a 3 mois, j'avais plus le courage de finir le boulot, aller au salon de coiffure, me faire coiffer, revenir. J'étais fatigué. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, écoute, t'es de quelle origine? Je me dis, je suis du Congo. Il m'a dit, il y a une dame qui habite pas très loin de chez toi, elle est congolaise. Mais elle a tressé ma fille, si tu veux, le jour que tu auras envie de faire des tresses, je peux lui demander. Alors, j'ai demandé le jour, j'ai demandé son numéro, je l'ai appelé, j'ai dit, je voudrais me faire tresser. Elle m'a dit oui, je suis allé chez elle, elle m'a coiffé, j'ai payé, et depuis on cause. J'ai trouvé qu'au lieu d'aller au salon tout le temps, quand j'ai envie de me faire tresser, je vais la voir. Elle est là, elle habite seule avec sa fille. Un jour, elle m'a tressé, elle m'a dit, non mon frère, ne paye pas. Tu es mon frère, ne paye pas, on est ici, dans cette ville, on n'est pas nombreux, donc quand on est là, il faut resserrer le coude. Ça m'a surpris. Hein. Moi, ça m'a surpris. Je dis, pourquoi je ne payerai pas? Je dis, oui, mais tu es mon frère, je ne peux pas payer. On doit se serrer le coude, on n'est pas chez nous ici. Une Congolaise qui me dit ça. Je dis, mais moi, avant que je te connaisse, je partais au salon. Chaque fois qu'on me coiffait, ça fait longtemps, je paye. Je ne peux pas payer à les étrangers ma tête, et toi, tu es là à côté de moi, tu es seul avec ton enfant, que je vienne me faire coiffer chez toi sans que je paye. Je dis non, je vais continuer à payer. Mais voilà, on est des frères. Et cette fille-là, je vous dis, on n'a même pas parlé de nos régions. Mais je sais qu'elle est là au Congo. Elle a grandi à Pointe-Noire. D'après ce que... Mais je sais qu'elle n'est pas au Congo. Mais comme elle est congolaise comme moi, on discute, on cause. C'est comme ma soeur maintenant. La dernière fois que je passais, elle courait, je me suis arrêté, je l'ai déposé. Là où elle partait. C'est ça le Congo normalement. C'est ça le Congo. C'est beau quand tu arrives, que tu croises une soeur à toi ou un frère à toi dans un coin perdu comme ça. Et vous vous soutenez. Cette fille-là, je pense que s'il y a un problème, elle va m'appeler. Et moi également, si j'ai un souci, je l'appellerai. Le fait que maintenant, c'est elle qui maîtrise. Je l'appelle, là, je passerai demain pour me maîtrise. Ok. Mais je me suis fait coiffer par beaucoup de femmes noires. Je n'ai pas eu ce lien-là que j'ai avec cette fille-là. Vous voyez la différence? Je me suis fait coiffer par des Maliennes, par des Camerounaises. Mais je coiffe, après je paye, je m'en vais. Mais elle, on a un lien qui nous dépasse parce qu'on est Congolais. Vous voyez, c'est ça que le Congo doit être. On ne doit pas être dans la rivalité. Ça ne sert à rien, la rivalité. On va se rivaliser pour gagner quoi? On ne gagne rien. Excusez-moi. Je pense que la position de la diaspora sur Sassou peut aider la libération de Mokoko. Bien sûr, si on est tous unis, c'est-à-dire si tout le monde se lève maintenant aujourd'hui de la diaspora, si nous nous groupons tous, nous parlons le même langage de la libération de Mokoko, c'est sûr que ça va bouger les choses. Ça va bouger les choses. Pourquoi Kabila a été libéré?
Parce qu'il y a des gens qui et les gens là, ils savent que le Kivu, tant que Kamel est en prison, ça ne leur arrange pas l'année prochaine. Il vient du Kivu, lui. Ils vont perdre des voix dans le Kivu. Donc il faut, quelque part, c'est politique. Ils se disent que si on garde cet homme-là en prison, non, on lui fait payer l'amende, on sait c'est bien et puis on le sort. Mais Moukoko en prison, même de sa région là où il vient, les gens ils continuent à vaquer des occupations. On les a corrompus. Comment on les a corrompus, les gens de la cuvette? Oui, Moukoko veut donner le pouvoir aux sudistes. C'est tout. Sujet, verbe, complément. Moukoko veut donner le pouvoir aux sudistes. Point. Et ils se sont assis. Ah, si c'est comme ça, on va c'est comme ça. Vous voyez comment on peut construire un pays comme ça? Juste aller dire à ses parents que non, il veut donner le pouvoir aux autres, c'est fini. Aujourd'hui, si on se regroupe tous, ici en France, on enlève un peu nos conneries là, de ceci, de cela. On combat, on se regroupe tous. On enlève un peu l'orgueil, parce que l'orgueil n'emmène nulle part. On enlève un peu l'orgueil, l'arrogance, le match vu là, que les gens trimballent à gauche, à droite, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent dedans, je ne sais pas. Nous allons sortir beaucoup de prison. Mais si chacun vient, même à des réunions, ils viennent pour frimer, ou pour rivaliser qui que ce soit, ou pour qu'on le voit, ça, ce n'est qu'un problème congolais. Ça, ce n'est qu'un problème congolais. Nous aimons ça. Tout gagné par la bouche. On est des bons littéraires. Tout c'est la bouche. Moi j'ai fait, moi je suis, moi j'ai fait, moi je suis. Le temps passe. Ce sont des restent. Ils sont enrichis. Il a enrichi sa famille. Demain lui va partir. Sa famille va occuper le pouvoir. Et au fur et à mesure, nous on n'a rien foutu dans ce pays-là. On n'a rien gagné dans ce pays-là. Regardez ici en France. Là ils ont donné, j'ai appris qu'ils ont donné des comment on appelle ça, des chèques énergie aux familles modestes en France. Donc, tout ce mois je crois que c'est le 15, je crois. Tout le mois, le 15 du mois, là, tous ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont au RSA, qui sont au chômage, ils vont recevoir des chèques énergie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer l'électricité pendant ce mois. Le gouvernement a fait un geste. Mais nous, au Congo, même quand le pétrole augmente, et c'est le boom pétrolier, il n'y a même pas un chèque qu'on donne aux Congolais pour payer ceci. Ah, on veut faire un chèque pour un bon d'alimentation, rien. Ici, en France, ils font des chèques actuellement au mois de décembre aux familles les plus démunies. Mais nous, on ne nous a jamais fait. Moi, je suis né au Congo, ma mère est née au Congo, mes grands-parents, ils n'ont jamais eu un seul chèque à la boîte aux lettres, ils ont ouvert la boîte aux lettres. Ah, tenez, c'est un chèque de 100 € parce que le pétrole a été bien vendu. Jamais. Comment ça que le pétrole, c'est le boom pétrolier, 14 ans de boom pétrolier, personne n'a reçu un chèque dans sa boîte aux lettres. Ici en France, à chaque fois qu'il y a un souci, que le pouvoir d'achat baisse, le gouvernement fait un geste. Quand on paye les impôts, s'il y a trop d'impôts, on les redistribue aux plus pauvres. Le peu qui reste à tenez. Ici, il y a des gens qui vont à la mairie, des femmes seules qui ont des enfants. Quand elles sont criblées de dettes, elles vont à la mairie, elles font un dossier, on paye leur électricité, leur eau, et ils rentrent à la maison. Mais l'argent qu'on leur donne dans les maires, chez les maires, là, ou chez les associations, là, mais c'est l'argent des impôts, c'est l'argent du pays. Ce n'est pas l'argent du maire. Le maire, il fait juste, il signe seulement pour dire, ok, j'ai fait son accord. C'est comme ça que fonctionne un pays. Le pays, c'est pas, fonctionner un pays, ce n'est pas miraculeux, c'est juste le respect des lois. Que chacun soit responsable. C'est tout, c'est pas magique. Moi, je vous dis un truc. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Depuis que j'ai beaucoup d'amendes. Je vous jure devant Dieu, si je vois que ma fille meurt d'accident grave, j'ai beaucoup d'amendes de voiture, de ceci. Je paye tout le temps. Je ne discute même pas.
Parce que c'est vrai. La dernière amende, je l'ai payée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dégagé 100 euros. Parce que si c'est moi qui suis fautif, je suis obligé de payer. Et quand je paye, je ne pleure pas. Parce que je sais que cet argent-là va dans la caisse de l'État. Ça va servir à faire des routes, ça va servir à beaucoup de choses. J'ai eu une infraction, certes, mais cet argent n'ira pas de la poche de quelqu'un d'autre. Ça ira dans les caisses de l'État, ça sera bien géré. Et c'est comme ça que l'État fonctionne. Vu que je suis fautif. Mais chez nous, au Congo, l'argent des gens, vous prenez, vous mettez dans la poche. Vous partez faire des enfants avec. Comment on va... Même ce qui est simple, c'est-à-dire... Alors, moi qui vis en France, qui est tout le temps souvent sanctionné par la loi, qui a son problème avec la loi, vous croyez que je peux accepter d'aller dans un pays où il n'y a pas la loi? J'ai plus les automatismes. Quand on dit, ouais, les Antillais ne nous aiment pas, ouais, les Noirs américains n'aiment pas les Africains, ils ont les mêmes automatismes que vous. Vous êtes décalés, on est décalés par rapport à eux. Nous, on vient, on est musulmans, on vient, on a des rites bizarres, on vient, on a des codes bizarres. Eux, ils ne se retrouvent pas. Ils sont noirs comme nous, mais ils ne se retrouvent pas. Ils disent, non, 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 oui, certes, on vient d'Afrique, mais bon, c'est bon, ça arrête là. Prenez un homme, un Sénégalais, un Malien ou je ne sais pas, un Guinéen, un musulman, parce que là-bas, ils sont musulmans à 80%. Vous les envoyez aux Antilles. Vous croyez que les Antillais vont les accepter? Culturellement, ça ne va pas marcher. Déjà, nous, au Congo, là, quand les Maliens viennent, là, culturellement, ça marche. On n'a pas la même culture. On est tous noirs, mais on n'a pas la même culture que les Ouest-Africains. Or que les Européens, si vous voyez bien les Européens, si vous voyagez dans toute l'Europe, ils ont à peu près la même culture. Si vous partez en Angleterre ou je ne sais pas où, ils font à peu près la même chose. Ils sont plus ou moins chrétiens ou catholiques. Vous allez voir, les femmes font du sport. Chaque matin, elles courent. Ils ont les mêmes pratiques. Ils boivent du café. Au bureau, elles portent des collants ou je ne sais pas quoi. En hiver, vous voyez quand vous prenez une Suédoise, une Française, vous pouvez les mettre dans la même maison, elles vont s'entendre à merveille. Parce qu'ils ont le même truc, c'est-à-dire ils ont la même culture, le respect. Le respect de l'autre. Allez dans une entreprise avec des blancs. Mettez-vous là, vous allez voir comment ils sont. Sur ce qui est culturel là, la passion qu'ils ont pour ceci, pour cela, ici où j'habite, chaque matin quand je vais courir ou quand je sors pour aller à la salle de sport, je vois des femmes blanches d'un certain âge ou des vieux en train de courir. Vous verrez, et après quand ils courent, vous partez dans un café. Moi je vais souvent dans un café irlandais à Paris. Mais c'est comme les Français. Quand je vais dans un café ici où des Français, c'est à peu près les mêmes mentalités. Chacun là avec son verre, ils boivent, ils regardent en même temps le match, si c'est le foot, ils boivent, ils causent, ils grignotent un truc, ils te disent bonjour, vous causez vite. Voilà. Donc, le Français, si vous l'envoyez en Suède ou vous l'envoyez en Allemagne, il s'adapte. C'est à peu près les mêmes mentalités. Il y a juste un. Mais chez nous, on est complètement différents. Chez nous, les Africains, on est complètement différents. On attire l'attention. On aime attirer l'attention, qu'on nous regarde, comme si on n'a jamais été aimé dans le passé. On cherche à tout moment, on parle fort, on crie, on veut sympathiser à tout prix, on s'accapare des choses qu'on ne connaît même pas. On veut montrer qu'on est le plus fort, le plus beau. On va toujours aller dans le sens de se faire remarquer. Mais les autres, ils ne le font pas. Les autres, ils sont discrets. Vous allez aller dans un bar, les gens... Moi, j'ai un ami ici, il est tout blanc. Il vote Front National. Mais on marche, on cause bien. Il vient même chez moi. Il vote Front National.
Ils ne s'en cachent même pas. Ils disent non, je ne vote pas pour l'immigration, mais j'ai envie que la politique la change. Tous ceux qui sont là, c'est des voleurs. Maintenant, mettons d'autres personnes. Vous voyez? Regardez ici en France, où nous sommes. Parce que si nous n'apprenons pas des Français, où nous sommes, si nous n'apprenons pas de nos pays, où nous avons fui, où nous sommes exilés, alors ça ne sert à rien. Regardez les gens, aujourd'hui la politique, regardez un peu en France où nous sommes. Les gens, ils changent, les politiques changent. Regardez Zemmour, il monte dans les sondages à 13%, Marine Le Pen à 17%, Macron, là on dit Valérie Pécresse est menacée, et non, peut gagner Macron au deuxième tour. L'électorat change. Et pourtant hier, c'était les socialistes qui étaient au pouvoir hier. Hollande était au pouvoir il n'y a même pas longtemps. Ils étaient majoritaires dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils ont basculé. Aujourd'hui, le Parti socialiste de Hollande ne dépasse même pas 10% des sondages, au sondage. Bon, demandez-vous, où sont partis les gens qui ont voté Hollande avant? Où sont partis les gens qui votaient à gauche? Ils ont changé d'avis. Mais nous, on ne change jamais d'avis. Sassou Nguesso, oye, point barre. Même quand il est con, on veut rester là. On ne change jamais d'avis, on est bloqué là. Voilà pourquoi ça ne marche pas chez nous. On est des fanatiques à vie. Quand quelqu'un supporte Kofi, c'est à vie. Même si tu lui montres de A à Z que Kofi c'est un pervers, il va dire non, moi c'est Kofi. En politique, c'est pareil. Nous emmènons un fanatique où nous ne gagnons rien. Regardez les autres. Ils ont voté, mais ce que l'on leur a promis, ils n'ont pas eu, ils n'ont pas reçu, ils changent automatiquement. Aujourd'hui, le Parti socialiste a pratiquement disparu. Mais chez nous, au Congo, là, les gars du MCDD, ils sont encore là. L'UPADES, là, les gens sont toujours UPADES. Ils ne peuvent pas se dire, non, maintenant il faut qu'on change les gars. Non, non, non. Moi, j'avais voté l'UPADES parce que je croyais trouver du boulot, je n'ai pas trouvé. Maintenant, je vais aller à l'autre côté. Là-bas, je sens que ça peut arriver. Jamais. C'est-à-dire, on est étroit dans nos cerveaux. Mais comment, quand vous êtes étroit dans vos cerveaux, comment vous faites pour habiter avec vos femmes? Parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe dans vos foyers là. Il n'y a pas de l'humour dans vos foyers. Moi, je ne sais pas comment vous vivez. J'aimerais bien vivre dans un couple congolais. C'est-à-dire, je rentre ici, ils peuvent m'héberger chez eux. Regardez comment ils vivent, papa, maman, les enfants. Mais ça doit être le bordel, la jungle. Moi, je connais beaucoup de couples blancs. Ils sont heureux, les mecs. Ils rigolent, la femme est libre, ils se font des taquinages, ils vont au restaurant. Ils vivent, c'est vivant. Mais chez nous, au Congo, là, tu vas arriver, ils sont là devant la télé. Tu as préparé assez moules. Tu as comme l'impression que c'est des robots de la maison. La femme est là-bas, le gars à la télé, son mari là-bas, se lave, il rentre de la chambre. Parfois, ils sont dans la même maison, ils ne se parlent même pas. L'autre passe là-bas, demain je travaille à 5 h du matin. Le week-end arrive, au lieu même de dire, ah chérie, bon, allons un peu courir, ou allons un peu au cinéma, ou allons un peu au bowling, rien. C'est l'ennui, hein. Moi, je ne peux pas. C'est l'ennui dans vos vies. Et bizarrement, dans ces vies-là, vous vous adaptez quand même. Tout ce qu'ils font, c'est, ah, il y a une fête, ça me donne invité à une fête, et ils se mettent en costume, ils mettent la cravate, et ils vont à la fête. Ils s'assoient, ils mangent, ils dansent un peu, et puis ils rentrent chez eux. S'ils ont le permis, bien sûr, s'ils n'ont pas le permis, ils attendent quelqu'un, ils mettent l'essence à la permis. Comment vous arrivez à faire ça, les gars? Comment vous arrivez à vivre dans vos vies? Et comment vous pouvez élever des enfants dans ces conditions-là? Où il n'y a même pas une soirée où vous êtes allé au cinéma, vous êtes allé au théâtre. Mais moi, je connais beaucoup de familles ici, je regarde. Moi, j'apprends chez les gens. J'aime côtoyer les gens. Il faut s'intégrer en France. Moi, je vois des femmes ici, parfois des femmes seules, mais l'habillent ses enfants à 16 h. Non, on va, les enfants ont pièce de théâtre à tel endroit, il faut les emmener.
Ils s'emmènent là-bas, on finit. Ah, demain on ira au site de machin. Ah, demain on va aller. C'est ça qui sort. C'est ça qui fait que les enfants européens ou je sais pas moi, ont la créativité. Mais chez vous, vous arrivez du boulot, tu déposes, je suis fatigué. Tu te laves, tu manges, tu regardes un peu la télé congolaise ou je sais pas quoi là. Bon, machin, ah, bon, ok, chérie, bon, machin, tu regardes, ta mari arrive. Ah, quelle a téléphoné, hein? Oui, bon, on fait comment au pays là-bas aussi, c'est comme. Aucun débat. Aucun débat. Rien, comme ça. Les enfants sont dans la chambre, personne ne lit l'histoire. Ici, tu vas voir, j'ai beaucoup de copines ici, quand je vais les voir, ils sont en train de lire l'histoire de... il a acheté la peau des livres à la bibliothèque, elle lit l'histoire à ses enfants. L'enfant assise, l'enfant est allongé au lit, maman lit l'histoire. Le petit chaperon rouge, machin, machin. L'enfant est en train d'écouter. Oui, mais maman, pourquoi il a fait ça? C'est comme ça qu'un enfant évolue. Mais chez nous, ils n'ont pas le temps. Alors, comment vous allez faire, vous, qui avez des enfants ici, si vous ne faites pas, si vous ne copiez pas comment les Blancs éduquent leurs enfants, comment vos enfants vont émerger dans cette société-là? Je ne sais pas. Comment vous allez faire que vos enfants émergent dans cette société-là? C'est pas la loterie. La vie, c'est pas une loterie. La vie, tout est calculé dans la vie. Si tu fais un enfant, il faut savoir que tu dois l'assumer. Tu ne fais pas un enfant pour dire, bon, je vais en faire pour gagner des allocations familiales. C'est un faux plan. On fait un enfant par amour. Et donc, j'aime la vie familiale. Bon. Je vais m'arrêter là dans la vie familiale parce que c'est quand même inquiétant. Nous, on aime insulter les Blancs ou les Arabes, mais eux, ils s'adaptent facilement par rapport à nous. Si vous prenez les Arabes, vous les mettez au Congo, les Libanais, là, vous voyez comment ils se comportent? Ils finissent même par adopter, nous connaître et nous flouer à la fin. Parce qu'ils s'adaptent facilement. Il y a une dame là, je ne sais pas, vous avez vu à la télé, elle avait été kidnappée au Mali. Une dame blanche, Madame Poquetin ou je ne sais pas quoi, c'est pas, voilà, ça a fait la une des journaux. Elle avait été kidnappée par les djihadistes au Mali, on l'avait libérée, elle est revenue en France, elle est repartie au Mali. Elle est là-bas, au moment où je vous parle, elle est au Mali. Parce qu'elle s'est adaptée là-bas. Vous voyez comment les Blancs sont? Il fait chaud au Mali. Voilà Sophie Petronieux. Elle est repartie en cachette. Elle avait interdiction de ne plus repartir au Mali. On l'avait kidnappée par les djihadistes. Elle a dit non. Elle est repartie. Parce qu'elle s'est adaptée là-bas. Vous voyez? Donc, si vous la voyez au Mali, elle ressemble à une Malienne. Elle fait tout comme les Maliens. Machin, elle va au marché, elle achète à manger, elle discute avec les gens, elle le fait comme vous, elle fait des petites blagues, et puis elle rentre chez elle, elle ne peut pas. Mais nous, on arrive chez eux, chez les Blancs ici, on est incapable de les copier, de voir même. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'ils font ça. Ah oui, les enfants, oui. On est incapable. On est là, oh, les Blancs, eux, non. Oh non, il ne faut pas épouser une femme blanche, tu vas divorcer. Tu sais pourquoi tu vas divorcer avec une femme blanche? Parce qu'elles n'aiment pas les conneries. Si tu épouses une femme blanche, que tu passes par les bois, on donne une ganda, aller coucher avec des femmes à gauche, elle va te sortir, elle va te foutre dehors. Parce que chez eux, le verbe aimer se conjugue. Bien. Vos histoires de conneries, là, ils n'aiment pas. Ce n'est pas dans leur culture à eux. C'est pas, j'ai pas dit que c'est tout blanc, tout machin. Non, mais ça, une fois que tu es dans une histoire d'amour avec une femme blanche ou avec un homme blanc, la première des choses, c'est la fidélité et la loyauté. Vos cacheteries là, machin à gauche, à droite, là, ça n'existe pas chez eux. Nous, on est cachetés. On aime mentir. Eux, ils n'aiment pas mentir.
Il va te dire des choses cash. Elle peut te parler de son passé, même si elle a fait des choses bizarres dans le passé. Elle te dire, ah oui, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Oui, mais c'était un délire, machin. Mais vous vous cachez tout le temps. Mensonge, mensonge, mensonge. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Parce qu'on n'assume pas notre passé, on n'assume rien du tout. On veut toujours trouver des solutions dans cet embrouillement. Et voilà pourquoi on dit on est des frères, mais au fond, on n'est même pas des frères. C'est les blancs qui sont des frères. Touche un blanc, tu verras ce que les autres vont te faire. Touche un blanc, prends un blanc, tu le brûles. Brûlez un blanc en Afrique, là-bas, vous allez voir ce qu'ils vont venir vous faire là-bas. Mais chez nous, tu vois, Sassou Nguesso tue les gens. Ah, mais c'est pas nous, c'est un autre village. C'est des gars, il a tué qui? Ah, les gars de Mossénjo. Ah non, 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 ça c'est leur frère là-bas. Aucune émotion. Et après, vous plaignez, oui, on a été colonisé, oui. Ça a été possible que parce que vous êtes des individualistes. Vous dites qu'on est des frères, au fond, vous ne savez même pas ce qu'on appelle frère. Les mots, vous les sortez gratuitement comme ça. Tout comme l'amour, je suis amoureux, vous ne savez même pas ce qu'on appelle l'amour. C'est triste. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, nous pouvons le régler facilement. Moi, je suis sûr et certain que si on trouve des bons gars, des gens qui aiment ce pays-là, des Congolais qui sont fiers d'être Congolais, nous allons sortir ce pays-là facilement de cette faillite. Mais trouve des Congolais qui ne sont pas orgueilleux, qui ne sont pas arrogants, qui ne sont pas tribalistes, qui ne sont pas, pervers. Va trouver. Dès que tu leur donnes un peu d'argent, la première chose, c'est les femmes. Ils n'ont même pas peur de faire des enfants. Vous faites des enfants n'importe comment. T'es pauvre, t'as 10 gosses. Mais comment ça? Moi, j'ai peur. Moi, je gagne de l'argent. Je ne vous mens pas, j'en gagne de l'argent. Je peux lever 3, 4, mais j'en veux pas. Ça coûte cher. J'en ai un déjà, ça me coûte cher déjà. J'ai mal à la tête parfois. Toi, tu es là, tu as fait 5, 6, 7, tu habites un appartement, tu as 8 gosses. Et tu gagnes 1300 € par mois. Comment tu vas faire pour les élever? Ils vont grandir, tu n'auras plus la CAF. Comment tu feras? C'est quel calcul vous faites dans vos têtes? Non. Ce n'est pas parce que tu fais un enfant à une femme qu'elle ne va pas te quitter. Je ne sais pas où vous cherchez vos calculs. Là, parfois, je m'assois, je dis, putain. Ce n'est pas parce que tu fais un enfant avec un homme ou avec une femme que vous n'allez pas vous quitter. Ça ne donne droit à rien, ces conneries-là. On fait un enfant pour s'en occuper. Et on ne peut pas faire beaucoup d'enfants pour aller faire la politique après. Ce n'est pas bon. Il faut voter des droits au Congo. Les hommes politiques ne doivent pas être polygames. Ils ne doivent pas avoir beaucoup d'enfants. Ils ne doivent pas avoir plus de 5 gosses. Vous allez voir que la politique ira mieux au Congo. Il faut vraiment que, en politique, il faut qu'il y ait des règles claires et nettes. Pas de polygamie chez l'homme politique. Il faut d'abord régler le problème conjugal avant d'aller en politique. On ne peut pas aller en politique en étant de la tête la perversion. Vous allez voler de l'argent parce que les femmes, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'énergie, une femme. Déjà, ça nous prend beaucoup d'énergie. Alors, combien de fois quand on en a 5, 6, c'est beaucoup d'énergie. Surtout quand c'est chamaille ou ceci, le téléphone sonne tout le temps. Comment tu peux te concentrer sur un dossier de milliards qui va apporter ton pays quand tes femmes t'appellent à gauche, à droite? Quand il y a une qui vient de faire un enfant qui ne dort pas, comment tu peux régler une affaire? Comment tu peux être stable mentalement quand tu en as 15 gosses? Comment tu peux comment tu vas suivre leurs devoirs, leur évolution quand on a 15 comme Mwamba avec 15 comme Denis Sassou Nguesso? Tu ne peux pas. Parce que c'est comme ça l'être humain fait. Le cerveau ne peut pas tout supporter. Il y a un moment donné, tu vas lâcher prise.
Si vous voulez faire la politique, c'est bien, mais soyez déjà structuré familialement. Je vois très mal que, déjà, si socialement vous n'êtes pas structuré, je ne sais pas comment vous allez faire pour changer les choses. Mais déjà ça, c'est déjà mort. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai des trucs à faire. Demain, franchement, il faut qu'on puisse se regrouper tous. Si on aime ce pays. Regardez ce qui se passe. Zemmour ne vous fait pas peur. Zemmour, lui, c'est un juif algérien. Mais ce qu'il dit là, un jour, c'est un Français de souche qui va porter le flambeau. Qui dira point sur point ce que Zemmour fait et les Français vont le suivre. Parce que c'est comme ça que ça commence, ces gens. Tu vois, vous savez, à l'époque, je vais finir par là pour vous rappeler, vous fraîchir la mémoire, parce que vous n'êtes pas des gens, vous ne voulez pas connaître l'histoire. À l'époque, le père, comment on l'appelle? Le Pen père. Je ne connais pas ces gens-là. Marie Le Pen, le père, c'est ça. Marine, c'est la fille. Marie Le Pen, je ne sais pas. Marie Le Pen, je ne sais pas. Jean-Marie Le Pen, ouais, c'est ça. Quand elle a commencé son mouvement de front, je ne sais pas quoi, là, Front National, là, il ne dépassait même pas 5%. Regardez comment il a évolué. Quand Marie Le Pen, quand le père parlait de l'immigration, où les Français d'abord, personne ne le votait. Il ne dépassait même pas 5%. Il a continué à crier, il y a les Français d'abord, les Français d'abord. C'est passé à 5%. Il a continué, les Français d'abord. Avant, les gens avaient honte de ça, dire non, 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 on n'aime pas les étrangers, non. Ces discours-là ne passaient pas. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, le Français accepte ça maintenant. Vous voyez comment le changement arrive? Le discours de l'immigration, de ceci, de l'islam, ça commence, le Français commence à l'assumer. Il commence, moi, il y a des gens qui me disent de la route, mais des amis français, bon, pas des amis, des gens que je connais qui sont blancs, la première des choses qu'ils te posent comme question, tu manges le porc? Au fait, c'est une façon de te dire, est-ce que tu es musulman? Mais comme il ne peut pas te le dire, il commence par toujours regarder, faites attention, il va te dire, tu manges le porc? Je dis oui. Ah, ok. La question est simple, mais lui, il sait que comme tu manges le porc, c'est que tu n'es pas musulman. C'est aussi, c'est facile, mais il a testé, il a trouvé sa réponse. Tu lui dis, ah, je ne mange pas le porc. Ah ouais, ça c'est musulman. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est devenu banal. Il arrive à 20%. 30% d'intention de vote. Vous ne voyez pas? Là, Zemmour arrive, il fait encore pire que lui. Mais ça commence, il y a même un petit noir qui assume d'être de Zemmour. Et aujourd'hui, on le filme à gauche, à droite. Tanguy est devenu populaire. C'est pour vous, c'est pour que ça rentre bien dans le cerveau des gens. Mais Zemmour ne fera rien. Ça, c'est ce qu'on vous montre déjà. Pour que les Français puissent accepter ce débat-là. Et après, ils vous sortiront le vrai cheval de bataille. Zemmour, lui, il ne gagnera pas. On peut parier. Mais quand le blanc viendra, le vrai Français de souche, là, quand il prendra la même parole, vous allez voir que vous qui mettez la costume cravate pour vous dire Mengaïna, vous allez voir comment ça va changer vos conditions de vie. Parce que vous ne voyez jamais, vous êtes tellement aveugle que vous ne voyez jamais comment le mal approche. Vous voyez comment ils ont appelé là, le truc des Zemmour, la reconquête. Vous avez entendu? Il donne le nom de son mouvement, la reconquête. Il veut le conquérir quoi? Ça ne vous pose pas de questions. Parce que nous, on n'aime pas. On aime que les gens fassent le boulot à notre place. Vous n'avez même pas la capacité de voir quand les choses changent. Chez vous, ça ne change jamais. Vous êtes figé. Même regarder le journal, même suivre le débat français, vous n'avez même pas le temps de suivre le débat parce que tellement occupé à des choses du pays. Ah, en termes de la moussa. Ah, fais-moi ci, fais-moi. Pendant que tu es en France, tu ne regardes même pas le journal. Même les émissions, même la radio, là, les grosses têtes ou les émissions, tu ne regardes pas. Même les enquêtes criminelles, tu ne regardes pas. Toi, tout ce que tu fais quand tu finis le boulot, là, tu as mangé ton sac à sac et ton poisson salé, tu appelles au pays. Un tel, là, il y a une fois. Ah, ok. C'est tout ce que vous savez faire.
Et c'est pour ça, quand on a lu Obama, vous avez tous crié, eh, Obama, on fait un noir à la Maison Blanche. Mais vous avez honte. Mais Obama est métis. Obama, ses études, là, c'est les Blancs qui ont payé. C'est ses grands-parents qui ont payé ses études. Sa mère est blanche, caucasienne. Le père, il a fait un enfant, il est rentré au Kenya. Il a laissé l'enfant là-bas. Les grands-parents d'Obama ont payé les études de leur petit-fils. Ils l'ont nourri, logé, hébergé, l'ont envoyé à Harvard. Vous prenez tout ça, c'est Obama. Obama, il est métis de sa tête, c'est un blanc, Obama. Il réfléchit comme tous les blancs, il n'a pas côtoyé les noirs. Il est venu côtoyer les noirs pour se faire pour les associations. C'est comme ça. C'est pas parce qu'un blanc s'occupe de l'association des sans-papiers à la CIMAD ou je ne sais pas quoi qu'il est noir. C'est ce qu'il a fait. Mais Obama ne vous doit rien. Son père lui l'a fait comme tous les noirs. Il a fait un enfant, il a fui en Afrique. Il a encore pompé beaucoup d'enfants en Afrique, le père d'Obama. Obama a beaucoup de demi-frères au Kenya là-bas. Mais demandez aux demi-frères de Obama au Kenya s'ils se connaissaient même. Vous voyez? Mais vous étiez content à crier Obama. Obama président. Non, il est blanc de sa tête, Obama. Bien qu'il ait une femme noire américaine, mais dans leur tête là. Il ne vous doit rien, Obama. Il est venu pour travailler pour que les blancs soient toujours au devant. C'est ce que, voilà, c'est un peu ce que le petit Tanguy a fait. Ils l'ont adopté, il avait 3 mois au Mali. Il y a un couillon qui a fait un enfant à une femme là-bas, il n'a pas su éduquer, il n'a pas pris ses responsabilités. Donc les blancs, là, les monsieur Tanguy et sa femme sont venus au Mali, ils ont adopté un enfant. Ils l'ont nourri, ils l'ont mis à l'école. Le petit, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est blanc de sa tête, le petit là. Il est noir de peau, certes, mais de sa tête, il est réfléchi. Vous n'allez pas lui donner le manuel que le poisson ne va pas le manger. Vous allez dire quoi, Tanguy? Il est noir, certes, mais dans sa tête, là. Regardez même là où il habite, là. Le petit coin, il habite à Caen, là. C'est un coin où il n'y a que des blancs. Vous croyez que ce gamin-là, qui va derrière ces mots, il vous doit quelque chose? Il a été bien nourri. Ils l'ont bien élevé. Ils l'ont donné tout ce qu'il voulait. Et même des costumes. Et vous voulez que, ah, mais c'est un noir. Non, c'est pas un noir. C'est de peau, oui. Mais de sa tête, là. C'est un blanc. Il mange du fromage. Il a connu des goûters, lui. Vous voyez, moi, ma fille, je vous donne un exemple. Ma fille, à moi, elle va prendre le petit déjeuner. Elle va manger à midi. À 16h, elle va te demander le goûter. Papa, c'est quoi le goûter aujourd'hui? C'est naturel chez elle. Si elle n'a pas le goûter, elle va te casser les bonbons. Elle connaît tout ça par cœur. Nous, on ne connaît pas. Parce qu'elle vit dans un monde européen où le goûter, c'est important. Alors, si cette fille-là arrive demain au sommet où elle est en train de bondir, il est en train de se battre pour être président de la République de France, vous croyez que dans sa tête, elle est noire? Qu'est-ce qu'elle aura des noirs? Je ne sais pas ce que vous allez donner à ma fille. Elle est noire, je ne sais pas. C'est ça. Il faut être responsable de la vie. Ceux qui occupent, ceux qui éduquent, la main qui donne, comme on dit, c'est la main qui commande. Ils ont nourri le petit noir, ils l'ont sauvé de la misère au Mali, ils l'ont bien nourri, ils l'ont bien éduqué, ils ont payé les études, ils ont mis à l'université. Vous n'allez pas venir le prendre comme ça gratuitement. Exactement, Herman Yuka. Vous n'allez pas venir prendre le petit gratuitement en disant pourquoi ce noir-là est derrière Zemmour. Vous l'avez nourri. Vous avez vu de ses parents, ils sont blancs, 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 bien blancs même. Donc le petit de sa tête, lui, ne réfléchit pas comme toi et moi. C'est comme vous allez dire à quelqu'un, à un Nigérian, ou je ne sais pas moi, à quelqu'un qui... Je vous donne un exemple. Vous allez prendre un gars qui vole, un brigand au courant qui n'a pas été à l'école, et vous lui dites vous lui donnez un sujet qui développe. Mais il va développer à sa façon. C'est ce qui se passe avec vos chanteurs. Ils chantent les chansons d'amour qui ne connaissent même pas la valeur. Et à côté, il y a des gens qui sont là, qui sont contents.
moi c'est Fali, moi c'est un tel. Un gars qui est incapable de lire une phrase, qui a passé son temps à vivre des petits boulots où, je sais pas moi, il ne sait même pas d'où il vient déjà lui-même. Même son père l'a vu qu'une seule fois de sa vie. Et tu prends un homme comme ça, parce qu'il a chanté une chanson qu'on lui a vendue par quelqu'un aux Zaïre là-bas qui a faim, il le rechante parce que Dieu l'a donné, bon, par chance, une belle voix, et vous prenez ces gens-là, vous mettez comme icône nationale. Et vous les placez au haut de la pyramide. Qu'est-ce que vous croyez que parce que quelqu'un chante bien, ça signifie qu'il est intelligent ou qu'il est structuré de sa tête? Surtout vous au Congo là-bas. Et vous allez donner, parce qu'il vous a donné des sacs de riz, des sacs de machin, son allemand va marcher, vous donne des sacs de... Ah oui, il peut être président de la République. Vous donnez tout gratuitement. En France, ici, il y a beaucoup de gens qui font des dons. Des gens riches qui font des dons. Ils ne feront pas président de la République. Parce que c'est compliqué d'être président de la France. Il y a des barrières à chaque fois que tu veux être président de la France. Ils vérifient tout ça, d'où tu viens, comment tu es arrivé là, ta vie passée, est-ce que tu as violé quelqu'un, est-ce que... Tout ça, ça passe. Ils ne veulent pas être surpris demain matin à la tête de la France, un homme qui a tripoté des enfants en Thaïlande. Vous croyez que c'est comme ça? Mais chez nous, c'est comme ça, regardez. Il y a des ministres au Congo là-bas, on ne sait même pas comment. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont ministres. Mais c'est vraiment une chance. On juge quelqu'un parce qu'il parle français. Il se met en costume, il se met à parler français et les gens sont contents. Ah, c'est un intellectuel. On vous a dit que parler français, ça signifie qu'on est intellectuel. Il faut que il faut que les gens puissent se structurer mentalement. On a beaucoup de défauts dans nos crânes. Si on ne change pas, si on ne prend pas conscience, si on n'est pas fier d'être noir et fier de nos origines, fier de nos terres, ben, on va nous trimballer de gauche à droite, comme des sacs. On sera des boucs émissaires, parce que personne n'aime les pauvres. Personne n'aime les pauvres d'esprit, surtout. Personne. Les gens aiment, le monde aime les gens intelligents, les gens à qui ils ne s'ennuient pas, les gens qui développent des choses, les gens qui ont quelque chose, les gens libres, les gens d'idées, les gens d'esprit, comme on dit. C'est ça que les gens apprécient dans le monde. Une fois que tu as ce talent-là d'être un homme d'esprit, automatiquement, les portes s'ouvrent partout où tu es chez toi. Moi, partout où je vais, je m'intègre. Parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Partout où je passe, je me fais des amis, je cause, je rigole, je m'intègre. Parce que c'est ça qu'on appelle un homme ouvert, un homme d'esprit. Si je veux m'emmener en Côte d'Ivoire où je suis passé, où j'ai mis 8 ans en Côte d'Ivoire, c'est comme chez moi en Côte d'Ivoire. Partout où tu peux m'emmener en Côte d'Ivoire, je dirais ça, c'est telle ethnie, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Parce que je me suis intégré, je me suis intéressé aux gens qui habitent là-dedans. Je connais leurs défauts et leurs qualités. Au Sénégal, pareil, j'ai fait 1 année au Sénégal. Je sais ce qu'on appelle un Sénégalais. Quand je me mets devant un Sénégalais, je suis à l'aise. Parce que quand je suis allé au Sénégal, je me suis fait beaucoup d'amis sénégalais. On traînait ensemble avec eux. J'apprenais la langue avec eux. Au Mali, pareil. Je vais en Belgique à côté là. J'ai des amis en Belgique. Pour que je connais en soirée, on a fait la fête tellement. Ah, Charlène, tu repasses quand, machin, tout. Là, actuellement, là, j'ai pas, c'est avec mon téléphone, là. Il y a des amis blancs qui m'ont envoyé un message. Le 31, tu nous viens, on va faire une soirée, machin, et on mène juste une bouteille. Dès maintenant, ils m'ont déjà envoyé un message pour la soirée du 31. Si je faisais rien, que des blancs, ils seraient les seuls noirs là-bas si je partais. Parce que je suis intégré. Parce que quand je vais chez ces gens-là, je ne les embête pas. Je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Il faut le faire, parce que quand tu le fais, tu apprends et à la fin, tu peux te modifier toi-même. Tu peux prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. C'est comme ça qu'on évolue. Les gens qui ont fait le monde aujourd'hui, c'était des gens qui voyageaient beaucoup.
Donc si nous avons la chance de voyager, apportons la lumière à ceux qui sont restés là-bas, à ceux qui dansent sous le soleil accablant quand Sassou Nguesso sort, à ceux qui dansent quand les ministres qui leur volent de l'argent sont avec eux, viennent leur mentir. À toutes ces femmes-là qui acceptent, qui acceptent de se vendre sexuellement pour de l'argent. Tu ne peux pas quitter le Congo et venir encore reproduire le même système de vendre ton sexe à n'importe qui pour peu d'argent. Ce n'est pas possible. Tu es en France, tu dois vivre d'amour, tu dois te battre pour travailler, gagner de l'argent et être libre. Aimer dans le sens propre du terme. Pas faire des rafistolages d'amour. Voilà tout ce que j'avais à dire. Luttons, mes chers amis, organisons-nous. Parlons d'une seule voix pour que Moukoko soit libéré. Parlons d'une seule voix pour que Moukoko soit libéré de prison. Nous serons tous gagnants pour que tous ces hommes politiques emprisonnés soient libres. Nous serons tous gagnants. C'est le Congo qui gagne. C'est un pas vers la démocratie. C'est un pas vers les solutions politiques au Congo. Il faut que nous puissions nous unir. Il faut que tout le monde puisse s'unir aujourd'hui pour libérer d'abord les prisonniers politiques. Une fois qu'ils auront libéré les prisonniers politiques, comme Kamel on a libéré aux Zaïre, nous avançons. Mais si nous ne faisons rien, nous faisons toujours là, nous sommes en train de discuter là, oui, mon direct, oui, ceci, cela, oui. Oui, lui, je ne l'aime pas. Il faut que les gens sincères puissent s'accaparer de ce mouvement politique, que nous puissions tous nous unir pour sauver cet homme qui est en prison. C'est quand même l'histoire du Congo qui est en prison. C'est quand même un homme qui connaît, qui a vécu beaucoup de choses au Congo, qui peut bien nous laisser un bon héritage pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs que ces gens-là. Apprenons l'histoire. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura jamais où il va. Voilà pourquoi les Français, je vous ai dit tout à l'heure, Zemmour a appris seulement l'histoire de France, de A à Z. Zemmour a appris juste l'histoire de France et voilà là où ça l'emmène. Vous voyez la force de l'histoire? Il leur a parlé de Napoléon, de Gaulle, de tous ces grands penseurs français. Regardez comment il est en train de bouleverser l'échiquier politique français. Apprenons l'histoire de notre pays. Soyons fiers du Congo-Brazzaville. Faisons la fierté de ce pays-là. Peut-être que demain, nous aurons un petit truc de paix au Congo. Peut-être que nous aurons quelque chose de bien demain. Peut-être pas pour nous, mais pour les gens à venir, ils seront beaucoup plus dégourdis que nous. Plus pragmatiques. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que nous allons tous changer. J'espère que nous allons tous nous serrer la main. J'espère que demain, nous allons avancer ensemble pour que ce pays-là change un peu. Surtout nous qui sommes partis à l'étranger, rapportons à ce pays-là quelque chose de nouveau. La tolérance, le respect, l'humilité, la vérité. Voilà. Bon. Herman Loco, Maryse, Kim, tout le monde. Je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je vais dormir parce que demain, j'ai autre chose à faire. Allez, ciao.